Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir, chers auditeurs, dans ce superbe studio de Radio Courtoisie que vos dons et votre soutien ont permis de financer. Nous travaillons dans de très bonnes conditions et je m'en réjouis. Et aujourd'hui, eh bien, on va avoir un petit côté russe. Car très bientôt, nous allons célébrer le Nouvel An russe qui se situe tous les ans, évidemment, le 13 janvier. Calendrier julien oblige. Et je voulais me faire un petit paragraphe sur ce sujet, car le Nouvel An russe, qu'on qualifie maintenant de Nouvel An orthodoxe ou d'ancien Nouvel An, pour des raisons un petit peu de géopolitique, demeure une manifestation extrêmement parisienne. Tout ça nous vient quand même de la fameuse tournée des Grands-Ducs qui, au sortir des événements début du XXe siècle, dans leur pays, eh bien, sont venus à Paris avec la folie, le délire, la création, le goût de la fête. Et donc, beaucoup de cabarets se sont montés russes, gastronomie oblige, caviar, vodka, etc. Et donc, ça a été, et c'est toujours, une grande manifestation de fête et de bienvenue pendant ce début d'hiver. Mais ce n'est pas forcément une fête russe, c'est une fête parisienne qu'on a coutume à organiser et qui fait que les gens se retrouvent dans la chaleur et dans la danse de l'entraînement des musiciens tziganes, et j'ai eu la chance d'en organiser beaucoup. Il y en a cette année quelques-uns qui sont annoncés à Paris, et donc je voulais vous mettre ça sur votre calendrier. Ça me paraît quand même important de ne pas oublier cette grande fête qui poursuit sa vie malgré les contingences géopolitiques qui sont autour de nous, qui n'ont rien à voir, car ça ne change pas évidemment le bonheur d'être ensemble et de s'amuser. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons recevoir une comédienne russe d'origine, c'est pour ça que je voulais faire cette petite introduction, qui s'appelle Katia Tchenko, et que tout le monde connaît. Katia est artiste, comédienne de théâtre et de cinéma, et fort connue dans l'univers russe parisien. Depuis longtemps, elle a organisé, elle a participé à beaucoup de tournages, on va en parler, et elle a commencé, elle est née à Versailles, ce qui nous rapprochera évidemment de Pierre le Grand, qui faisait sauter Louis XVI sur ses genoux. Pierre le Grand qui a été quand même évidemment un des grands moments de l'histoire et de la ville de Saint-Pétersbourg, et un lien avec notre royauté et nos valeurs. Alors Katia, en fait, elle décroche le premier prix du Centre national d'art dramatique de la rue Blanche, cette fameuse école, et elle entre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc elle a acquis cette connaissance de son métier, et elle débute sa carrière dans le music hall comme meneuse de revue aux Folies Bergères, avant de faire ses premières apparitions cinématographiques. Elle a été remarquée dans J'ai tué Raspoutine, vous voyez, on est déjà dans la Russie, de Robert Hossein, qui a été quand même une personnalité que j'ai eu la chance de tout à fait bien connaître, de l'univers slave et russe de Paris, bien qu'étant, je crois, moitié azerbaïdjanais et moitié ukrainien. Et elle s'est fait une place dans les comédies populaires des années 1970 et 1980, comme dans des films d'auteurs en France et à l'international. Parallèlement, elle mène une carrière théâtrale en jouant dans des pièces classiques et contemporaines. On la retrouve dans une mise en scène de Claude Confort et dans les contes de Ionesco, Nina d'André Roussin, mise en scène par Bernard Murat, mais également dans Boule de Suif de Guy de Maupassant, avec une mise en scène de Jean-Paul Weiss. Et à la télévision, elle apparaît régulièrement dans de nombreuses séries et téléfilms et d'émissions de variété. Katia, nationalité française, mais bien entendu, son nom trahira son origine russe. Alors,
ses films les plus notables sont La Carapate, La Chambre de l'évêque, Mon curé chez les nudistes, et ses séries les plus notables à la télévision, Vivement lundi. Voilà. Donc, j'ai essayé de présenter un petit peu Katia, qui donc derrière elle une filmographie qui est quand même assez épouvantable au niveau du chiffre. Donc, comment elle a fait tout ça? Il y en a des pages et des pages, et c'est une véritable très belle carrière qu'elle a derrière elle, à la fois en cinéma. Le dernier film auquel elle a participé, c'est Le Routard de Philippe Mechelin. L'année dernière, c'est Le Boléro d'Anne Fontaine. L'année d'avant, c'est Le Petit Vampire de Johann Sfar, qui sont quand même des très grandes voix, des très grands réalisateurs où elle a fait une voix. Et en télévision, eh bien, on la retrouve effectivement dans pas mal de séries comme Maman à tort, Un homme parfait, Hortense. Et également, elle est comédienne de théâtre, ce qui est un autre métier évidemment, où elle est intervenue dans Un séjour presque parfait de Anne-Laure Estourne, Les Frangines de Bruno Duhard, et l'Alpénage de Jean-Loup Horowitz, Théâtre Rive Gauche, etc. Quelques opérettes également, et quelques doublages. Voilà. Donc, on a affaire à une très grande professionnelle, et là, elle vient nous voir aujourd'hui car eh bien, elle veut annoncer la prochaine pièce qui va démarrer bientôt le 15 janvier donc 2026 au Théâtre de la Tour Eiffel. Alors le Théâtre de la Tour Eiffel est un bijou de petit théâtre qui se trouve donc dans l'avenue Rapp à Paris, pour ceux qui connaissent, non loin d'ailleurs de la cathédrale, la fameuse grande cathédrale russe que l'État russe nous a construit avec Jean Nouvel il y a quelques années. C'est un petit théâtre qui est vraiment un théâtre de poche, qui a été refait entièrement, et qui est charmant dans un quartier qui n'est pas forcément un quartier de théâtre, le théâtre de la Tour Eiffel. Alors, cette pièce s'appelle Mon royaume pour un poney. Donc, évidemment, c'est une comédie qui a été écrite par Philippe Vieux, qui lui-même est issu d'une formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et qui est à l'affiche actuellement dans Secret médical avec Michel Simès, et donc au théâtre Saint-Georges. Alors la mise en scène est faite par Gwen Adou, et Gwen Adou a débuté sa carrière comme magicien et télépathe, fondateur de la compagnie des Femmes à Barbe. Et il a créé beaucoup de spectacles, et en improvisation aussi, comme la Taverne Munchausen, Parlons pour Pluton. Son œuvre emblématique reste Les Faux British, auréolé du Molière de la comédie en 2016. Et en tournée depuis une dizaine d'années, cette pièce a quand même séduit 1 250 000 spectateurs. Donc, Gwen Adou a mis en scène et adapté de nombreux spectacles, dont La Chienne des Baskerville, Sacré Pan ou encore Le Gros Diamant du Prince Ludwig, qui a également reçu un Molière en 2018 avec plus de 400 000 spectateurs. Alors, il met actuellement en scène Denis d'Arcangelo dans La tournée d'adieu de Madame Raymonde avec l'opéra de Rouen. À côté de Katia, eh bien, joue Myrène Pradier, joue Andy Koch, Christophe Fluder, Jean-Marie Lecoq, Mathieu Rosé. Voilà, vous savez à peu près tout de cette pièce qui va démarrer et que je vous propose de venir regarder. Alors, ce nom, Katia va nous en parler tout à l'heure. Mon royaume pour un cheval, criait Richard III, donc le fameux roi boiteux, qu'on qualifiait de fourbe et sanguinaire. Mais c'est sur un poney que va se hisser notre Richard si notre troupe parvient à monter cette satanée pièce. Sacrément audacieux d'incarner ce grand roi quand on mesure 1,20 m et de jouer 40 personnages à seulement 4 comédiens. Donc il s'agit d'une véritable performance d'acteur, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'économie du théâtre passe par quand même une économie de budget. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la profession théâtrale, on regrette qu'il y ait beaucoup de solo shows, de personnages seuls sur scène, car
malheureusement, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, les spectateurs n'ont pas la chance d'avoir des très beaux décors, une troupe complète, des personnages qui rentrent par le côté jardin et qui sortent par le côté cour, parce que tout ça, ça coûte. Et là, eh bien, nous avons quatre personnages, 4 comédiens qui vont apparemment jouer 40 personnages. Donc, il va y avoir du changement de décor, il va y avoir du changement de lumière, il va y avoir du changement de costume. Voilà. Et c'est un peu comme monter une armoire en kit avec un manuel en finnois et une clé Allen en mousse. C'est ce que dit, disons, la présentation de cette pièce. Alors, et heureusement, le producteur-vendeur de meubles la journée et comédien le soir pourrait bien sauver la pièce, à condition que le metteur en scène ait assez d'idées folles pour transformer ce projet impossible en chef-d'œuvre royal. Alors évidemment tout ça, écoutez, je pense que ça va nous faire beaucoup, beaucoup rire, car ça va nous permettre de valoriser un petit peu tous ces artistes et d'avoir une comédie qui est donc sur une base historique et qui va nous faire démarrer cette année avec beaucoup de sourires. Alors je voudrais qu'on passe un petit peu de musique en attendant l'arrivée de notre Katia qui, comme toutes les jolies femmes, est un petit peu en retard, mais nous l'aimons très fort. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors ma chère Katia, on a parlé là tout à l'heure de ta biographie et de ta filmographie qui m'a tout à fait impressionné. Quand on regarde tout ce que tu as fait comme film, comme émission de télé, comme revue, etc., que tu as géré, c'est incroyable. Oui. Mais je disais tout à l'heure, tu es née à Versailles. Oui, je suis née à Versailles avec des parents. Ma mère est ukrainienne et mon père est de Géorgie. Et ils ont vécu sous Staline. C'est pour vous dire... Incroyable, hein, parce que je disais, Versailles, c'est un peu, on va dire, Pierre le Grand, oui. sur les genoux duquel on dit que Louis XVI sautait quand il était enfant. Donc ça nous fait le lien entre ta naissance à Versailles et puis ton origine russe, ukrainienne, géorgienne, etc. Oui. Tout ça, c'est le Grand Empire. Alors, qu'est-ce qu'il y a un petit peu de slave et de russe en toi? J'ai pas une seule goutte de sang français, c'est mon sang. C'est ton sang. C'est mon sang et j'aime chanter, j'aime danser, j'aime jouer, j'aime la fête quand c'est fait de manière intelligente, bien entendu, pas ce qu'on peut voir peut-être aujourd'hui, c'est pas le woke comme on dit, ça non. C'est pas mon style. Alors dis-moi, dans ton métier théâtre, puisqu'il y a une partie cinéma, une partie théâtre, le théâtre... Qu'est-ce que nous avons à Paris, en France, comme histoire sur le théâtre russe, depuis Diaghilev, depuis Nureyev pour la danse, etc. L'empire russe, je dirais, puisqu'on va parler de différentes contrées qui ont fait partie de cet empire, nous a donné quand même énormément de talents, de créateurs, d'interprètes. Donc tu es dans cette lignée. Moi, j'ai grandi dans cette, si on peut dire, diaspora, enfin, je ne sais pas comment dire, mais enfin, ce milieu. Et j'ai eu des professeurs, des pédagogues russes, peu importe la religion, ils avaient reçu, eux, ce sens de transmettre. Et ça, c'est très russe. Et quand on voit même le patinage artistique. Moi, quand je vois la chorégraphe avec qui j'ai travaillé dans sa compagnie de ballet, Irina Grzebina, comment elle nous enseignait, elle nous donnait l'amour de ce qu'on faisait. Et ça, justement, je l'ai revu après à Saint-Pétersbourg. Elle avait pris des élèves français avec elle et elle les emmenait là-bas pour leur transmettre encore, vous voyez. Et ça, c'est extraordinaire. C'est, quand on voit le patinage artistique, la même chose. On sent, c'est avec beaucoup d'amour qu'on transmet. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'âme slave? Certainement. Et je sens, mais même
pour le piano, ma fille a fait 15 ans de piano, eh bien, j'ai préféré prendre un professeur qui avait cette âme slave. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de très grands pianistes. À Paris, on a le conservatoire Rachmaninoff, le fameux. Tout à fait. Rachmaninoff, il y a toujours le piano sur lequel la photo montre que Rachmaninoff jouait, ce qui est incroyable. Quoi. Et c'est vrai, il y a tellement de grands auteurs de musique classique. C'est la façon de transmettre. Et c'est d'ailleurs ce que je dis à un moment à la fin de ce spectacle. On va en parler du spectacle tout à l'heure. C'est la manière de transmettre aux enfants, aux adultes, aux autres, l'amour de ce qu'on fait, c'est parce que ça se transmet. Et donc, il faut, pour que les personnes puissent aimer à leur tour, il faut arriver à leur transmettre cet amour. Et c'est ce qu'avait très bien mon professeur Irina Gzebna, la directrice de l'Opéra de Paris. Claude Bessy lui avait demandé de créer une classe de danse de caractère. Avant, il n'y en avait pas, il n'y avait que du classique, point barre. Et elle a donc amené la classe de danse de caractère, ce qui a permis de donner des attitudes, des choses plus intéressantes pour les danseurs et les danseuses. Donc ça signifie quand même que cette culture russe et slave est en soi un modèle mondial par rapport à, par exemple, latine, les danses latines, ou notre culture, nous, française, disons, issue du grand roi Louis XIV, etc., qui était danseur lui-même. Oui. Et quand on compare, par exemple, on parle en ce moment beaucoup de la nature et des jardins. Quand on regarde des jardins à la française, qui sont une nature complètement refaite, aseptisée, rectiligne, et qui présentent un prestige par rapport aux jardins anglais, où on a les senteurs, les animaux, un peu un fouillis, mais une personnalité, quand on regarde, qui m'apparaît beaucoup plus forte. Alors, est-ce qu'on peut faire un comparatif avec la musique russe, la danse russe, la peinture, parce qu'on parle beaucoup de la peinture, hein, Paris est revenu un centre d'art contemporain. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, cette culture russe qu'on a toujours adorée en France est quelque chose qui s'impose comme ça avec un vrai modèle international? Écoutez, moi, on ne peut pas dire que c'est uniquement les Russes, mais en tous les cas, les Russes, ils sont pour une grande partie tout à fait comme ils offrent, ils donnent. Ça fait partie de la générosité du caractère russe. Voilà, c'est ça, je pense, qui est au départ. Ils veulent donner, et ils ont toujours... Quand je parle avec des personnes qui connaissent des Russes, ils me parlent toujours de ce caractère généreux. Et donc, on donne, on partage. Et c'est ça aussi dans la pédagogie. On veut que la personne comprenne bien et reçoit ce qu'il vous donne, que l'enseignant vous donne. Ça, alors important. Tu sais qu'ici on adore le théâtre puisqu'on a également Jean-Luc Génère qui intervient souvent. Jean-Luc Génère, je rappelle, qui est quand même le grand critique de théâtre qu'on ait en France, Figaro, etc. Il intervient régulièrement sur Radio Courtoisie et j'ai eu la chance de l'interviewer sur une autre antenne et effectivement il dit je ne veux pas de comédien qui colle à un personnage, je veux que en fait ils incarnent, ils soient eux-mêmes le personnage. Il dit on ne joue pas, on est. Oui, ben ça, c'est pour ça que je suis partie à l'Actor Studio pour me lancer un défi. Et c'est vrai qu'à l'Actor Studio, c'est comme si j'étais chez moi parce qu'en fait, toute cette préparation, toute cette psychologie pour incarner le personnage, rentrer dans le personnage, pas prendre le personnage et l'amener à soi, sinon on joue tout pareil. Là, quand vous avez un personnage, en particulier donc à l'Actor Studio, c'est la méthode de Stanislavski, et on entre dans le personnage, on entre dans la peau du personnage. Et c'est important d'avoir cette attitude et pas faire l'inverse. Il y a des comédiens, peu importe, je ne vais pas citer des noms, mais qui jouent et en fin de compte,
toute leur carrière, ils vont jouer la même chose. Alors on disait, quand j'étais enfant, on va voir un Gabin, on va voir un Depardieu ou un Belmondo, un Delon. Brigitte Bardot n'a pas fait ça parce qu'elle n'a pas eu la même carrière au cinéma, mais effectivement là c'était des monstres sacrés et ils jouaient toujours le même personnage. On leur demandait, mais moi j'ai mon point de vue là-dessus et on n'est pas obligé d'accepter. Mais alors quel est ton point de vue? Bien, moi quand alors il se trouve que on me demandait dans des rôles un peu légers, tout ça. Et j'en ai, en anglais on dit to give up. J'en ai eu assez. En russe on dit nadeyel. Et j'ai donc dit à un moment donné non. J'ai arrêté parce que je trouvais ça sans intérêt, superficiel. Non, ça, c'est pas intéressant. J'aime les femmes de caractère. Et Brigitte Bardot, vous parlez, c'est une femme de caractère. Elle nous l'a prouvé. Et donc, peu importe, mais on n'est pas obligé d'accepter toujours de jouer le même rôle. Voilà, c'est parce que les gens n'ont pas beaucoup d'imagination et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, moi, mon point de vue, c'est que quand on vous propose un rôle, c'est de bien l'analyser. Et puis après, il suffit de se nourrir de ce personnage et pour l'incarner. Et d'avoir, par exemple, moi, quand je tournais en Allemagne, je me souviens qu'avant de tourner les scènes, on s'asseyait tous les comédiens autour d'une table. Il y avait des enfants parce que c'était une famille juive pendant la guerre dans les années 30 en France qui éditait un journal. Bon. Et on parlait avec le metteur en scène du personnage, de la situation, on échangeait. Donc, vous voyez, il y avait un travail, une préparation. Ça, on le fait très, très rarement en France. Mais alors comment est-ce que quand on est comédien, on arrive à s'oublier soi-même et à devenir le personnage, toutefois comment on le comprend quand on lit un texte, qu'on apprend son texte, on va partager la psychologie et donc on s'oublie soi-même et on devient ce personnage. Oui. Et comment est-ce qu'on vit ça? Parce que finalement, qui est-on à bout d'un certain nombre d'années? On a passé sa vie à changer de personnage. Oui, mais justement, c'est pour ça que la vie, c'est un grand théâtre et on observe. Moi, j'observe souvent les gens et en les observant, j'analyse et ça doit s'enregistrer dans ma tête, dans mon cerveau. Et après, même la démarche. Mais je suis toujours en train d'observer, de regarder, d'analyser. Je crois que c'est... En fait... Je me souviens quand j'étais toute petite, je demandais pourquoi. On me dit, mais t'es curieuse. Et on me disait, t'es curieuse. Mais oui, mais la curiosité, c'est une preuve d'intelligence. Et donc, oui, je veux savoir et je pose des questions. Pourquoi? Ben oui. Et c'est pour ça, finalement, c'est pour ça que j'ai voulu, alors que toute ma famille est médecin, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde, ma tante, mon oncle. Mais tu n'as pas joué Docteur Knock quand même. Non, je n'ai pas fait de docteur. Par contre, j'ai soigné toutes mes poupées. Elles ont eu toutes les maladies et je les ai soignées, donc elles étaient bien. Je parlais de la pièce Docteur Knock. Oui, que tout le monde connaît, bien sûr. Voilà. Tout le monde connaît. Non, mais j'ai pas joué cette pièce. Non. Alors, il est dit dans ta bio que tu as travaillé beaucoup avec Robert Hossein, que j'ai eu la chance de bien connaître. Mais alors, lui a été d'une grande générosité, car quand on voyait les mises en scène de Robert Hossein, qui était effectivement une théâtralité incroyable, avec des moyens qu'on ne revoit plus trop. Parce que je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est un peu dans une phase d'économie au théâtre. On a moins de comédiens qui coûtent moins cher, on a des théâtres qui, ça coûte très cher de louer un théâtre. Les répétitions, des salles de répétition, etc., etc. Et ce qu'on a encore aujourd'hui, à part peut-être les comédies musicales qui sont un genre particulier qui apparemment fonctionne économiquement très bien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, tu vas m'expliquer pourquoi les comédies musicales, ça fonctionne très très bien. Celles qui sont historiques avec
une marque, avec un nom, avec une référence culturelle. Mais par contre, le théâtre, nous avons à Paris, je sais pas, 400 salles de théâtre, enfin, il y en a beaucoup. Est-ce qu'elles marchent toutes? J'ai pas l'impression. Est-ce que les gens sortent encore beaucoup au théâtre? La télé, les écrans, les téléphones, etc. Comment est-ce qu'on se bat pour promouvoir? Là, tu as un producteur de cette pièce. Comment fait-il? Eh bien, justement, c'est le sujet de notre pièce. Alors, on passe donc à parler de cette pièce. Donc, Le Poney. Mon royaume pour un poney, inspiré de Richard III de Shakespeare. Bien sûr. Alors, c'est une troupe d'acteurs qui souhaitent monter une pièce de Shakespeare, Mon Poney. Cette troupe avait une vedette. Cette vedette ne peut pas se libérer, elle ne fera pas la pièce avec eux. Donc ça pose un problème et le metteur en scène trouve un producteur qui va être d'accord pour investir, comme vous dites, c'est très cher, dans le spectacle, qui est donc très burlesque, hein, c'est un spectacle très burlesque, mais ça va, si vous voulez faire une chose, c'est-à-dire qu'il décide, le producteur, de jouer Richard III. Or, on ne peut pas jouer Richard III sans avoir déjà fait beaucoup de théâtre, et donc là, c'est pas le cas. La personne. Par contre, c'est un commercial. Alors, si vous voulez, c'est très intéressant de voir comment on peut substituer le talent d'un comédien par le biais du commercial. Non, c'est très drôle. Et moi, je suis la directrice du théâtre, très, très sérieuse. D'ailleurs, l'auteur s'est inspiré, Philippe Vieux, qui est l'auteur de la pièce, s'est inspiré de personnes qu'il a connues. Moi, ces personnes-là, il y en a une avec qui j'ai même travaillé. Donc, si vous voulez, c'est très vrai, c'est très frais, c'est très solide comme argument et c'est très virulent en même temps. Mais c'est très drôle parce qu'on se trouve dans... Les comédiens veulent jouer, donc ils veulent qu'on monte ce spectacle. Le metteur en scène veut absolument monter Richard III, il y a pensé toute sa vie. Et alors là, c'était à deux doigts de se faire avec une vedette, entre guillemets, qui se désiste au dernier moment pour faire des lectures. Bon, voilà. Et donc, ça perturbe tout. Mais c'est très drôle, c'est très, très drôle. Et moi, je suis là comme un garde-fou, garde-chef pour diriger, vous savez... Bon, alors, c'est quoi cette histoire des 40 personnages et des 4 comédiens? Ah ben oui, parce que on peut pas interpréter Shakespeare où il y a 40 personnages et il y a seulement 4 comédiens. Donc, ils sont moitié-moitié. Mais sur 10 personnages. Non, mais c'est très drôle parce que ça met dans des situations complètement loufoques. Et alors quand même, on retrouve ces moments où il y a un côté burlesque qui était étonnant. Et la directrice qui comprend plus très bien ce qui se passe, elle est un peu dépassée par les événements. Mais je peux pas vous dire trop de choses parce qu'il faut venir le voir. Ouais, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de convaincre nos auditeurs d'aller voir cette pièce. Le Richard III est absolument exceptionnel, et tous les comédiens sont exceptionnels, et tous les comédiens doivent interpréter plusieurs personnages. Donc si vous voulez, c'est remis au goût du jour. Alors c'est vrai que Richard III, jouer Shakespeare, pour moi c'est une gageure, parce que c'est quand même déjà un auteur sur le plan des textes extrêmement compliqué à lire et à comprendre. C'est un anglais qui n'est pas un anglais d'un commercial. Aujourd'hui que l'on parle, c'est une langue bien spéciale, Shakespeare. D'autre part, ces pièces sont quand même très difficiles.
Hein, c'est pour initier. Je veux dire, c'est Oui. pas pour tout le monde Oui. de lire Shakespeare. Ça, c'est une chose. Donc, c'est assez, c'est une casure. Mais ensuite, là, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à composer avec un grand théâtre, avec un nom quand même glamour, on va dire, et le cabaret, le côté burlesque, le côté facile, le côté grand public. J'allais dire, puisqu'on est dans le bleu, le côté un peu chez Michou, où les gens, les comédiens jouaient plusieurs personnages la même soirée. On se change. Oui. Etc. Et donc, quelque part, on en rit parce qu'on comprend, dans la salle, les gens comprennent ce qui se passe, Oui. le côté transformiste, le côté, etc., qui est très à la mode. Oui. Et donc, finalement, c'est plus un cabaret ou un théâtre? Ah non, non, non. Nous, là, c'est vraiment un théâtre. Un théâtre. Mais c'est vrai qu'on rit beaucoup et c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle, oui, oui. Alors là, je comprends qu'on explique comment monter une pièce de théâtre avec les premiers. Voilà. Alors, comment est-ce que quand on est à ta place comme comédienne, donc tu es engagée, tu passes un casting, on te connaît, on Oui. t'engage, etc. Comment est-ce qu'on vit de ton côté? On crée une pièce de théâtre, il faut la financer, il faut louer la salle, il faut remplir la salle. C'est tout un problème. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça que le côté commercial est indispensable. Il faut qu'il y ait un commercial. Je parle en vrai, n'est-ce pas? Oui, on parle en vrai. On parle en Comme vrai. d'habitude dans cette radio, on parle en vrai. Oui, mais il faut un commercial. Mais bien sûr, on ne peut pas sinon faire les choses. Mais en même temps, on a un metteur en scène qui est très créatif. Notre metteur en scène en vrai est très créatif. Donc, il projette, il voit exactement pile ce qu'il faut faire en nous regardant. C'est pour ça qu'il faut arriver avec le texte su, parce que ça aide beaucoup notre metteur en scène. Voilà, et ça permet, si vous voulez, d'améliorer jusqu'au dernier moment les choses, l'image, pour que ça soit plus fort. Voyez, Mhm. c'est très. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus, si ce n'est que de monter, comme vous dites, une pièce de théâtre aujourd'hui, c'est très difficile. Et puis, c'est surtout difficile pour s'assurer qu'il y aura les spectateurs présents et tout ça. Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est... Mais nous sommes très conscients, malgré la difficulté, que tout va bien se passer et on va bien rigoler parce que c'est fait avec beaucoup d'esprit. Et l'esprit français, écoutez, on en parle dans le monde entier. C'est tout ce qui nous reste en ce moment, non? Oui, mais oui. Et c'est ce qui avait beaucoup séduit en 1800 la princesse à Saint-Pétersbourg. Elle a écrit un livre, Saint-Pétersbourg, de 1830 à 1850, quand il y avait les régiments français qui étaient positionnés là-bas. Saint-Pétersbourg était accueilli, Tchaïkovski. Elle a écrit ce livre merveilleux que j'avais offert même à Madame Martini parce que elle était ma directrice aux Folies Bergères. Quand elle a su que les Américains s'intéressaient à moi, elle m'a dit non, vous allez faire la prochaine revue. Alors bon, je me suis inclinée, Madame. Bon voilà, et j'ai fait la revue de Folie, je t'adore aux Folies Bergères. Meneuse de revue, chose que j'avais jamais fait. Mais vous savez, on a l'impression, quand on regarde justement la carrière que j'ai faite, je me dis, mais j'ai déjà fait, surtout, ce que j'aime, c'est partir à l'étranger. J'ai tourné avec les Chinois, les Russes, les Anglais, les Américains, les Espagnols, les Italiens, avec Patrick Devers et Dino Risi et Ugo Tognazzi. Un film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes en 78, je me souviens, La Stanza del Vescovo. Et donc, toute cette carrière, comme vous dites, et oui, j'aime parler des langues différentes. J'ai tourné en Allemagne pour la Bavaria, à Munich,
J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai tourné en Hollande, j'ai tourné en Belgique, bien sûr, en Angleterre. En Angleterre, je jouais en une espionne KGB en anglais et en russe, vous voyez. Je me suis bien amusée en me promenant un petit peu à travers des personnages différents et puis des, des langues différentes. C'est un plaisir. Moi, j'ai fait ce métier par plaisir. C'est formidable, mais combien de langues parles-tu? Alors, quand j'étais petite, je parlais russe et français. J'ai continué à parler russe et français. Après, on a ajouté l'anglais et l'allemand. Et quand je suis partie en Italie, eh bien, j'ai pas pu m'empêcher de me fondre dans la langue italienne parce que c'est très chanté. Et c'est pour ça que la grande Catherine, elle s'est entourée d'artistes italiens, des architectes, des peintres et tout. C'était la grande époque de Saint-Pétersbourg. Voilà, tout à fait. Hein? Et, Mais alors donc, dans tout cela, je dirais que ta vie est un voyage, c'est incroyable. oui, et puis c'est pas fini, hein. Moi, je mets pas de bornes ou de barrières. Non, 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 on continue, et on trouve, il y a toujours des choses à découvrir, et toujours cette curiosité. Vous savez, un jour, je vais au Mont Blanc à Chamonix. Et puis, je dis, mais le Mont Blanc, alors, on se promenait, on faisait de belles balades et tout ça. Je dis, mais il est où le Mont Blanc? Parce que quand on est à Chamonix, c'est pas évident de... Alors, on me dit, il est là. Ah, j'ai dit, mais alors, bon, on va y aller. Et aussitôt dit, aussitôt fait, le lendemain, on partait avec un guide, bien sûr, mais j'ai fait le Mont Blanc par curiosité. Et c'est quand même un plaisir intense de se lancer des défis. Et je me souviens, c'était quelques jours avant que je tourne avec Simone Signoret par Devant Notaire à Lyon. Donc, le dimanche, j'ai dû absolument rentrer du Mont Blanc à Lyon pour pouvoir tourner le lundi matin à la télévision. Mais alors, est-ce que depuis le haut du Mont Blanc, le toit de l'Europe, est-ce qu'on voit l'Oural? Alors, écoutez, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais je suis allée en Oural, à Orenburg, Yekaterinburg. Donc, l'Oural, c'est vraiment la limite entre l'Asie et l'Europe. Oui. Alors, je suis allée, parce que j'ai fait aussi beaucoup de missions humanitaires. Ah bon? Pour mon plaisir, pour faire plaisir, voilà, en Russie. Qu'est-ce que tu as fait alors dans Mission Humanitaire? J'ai traduit pour les médecins français. Et il y avait, vous savez, quand il y a eu la perestroïka qui a fait que c'était un petit peu pas très net, ils cherchaient leur marque. Et il y a eu à la télévision russe des personnes qui pouvaient plus se soigner. Enfin, c'était difficile parce qu'il y a eu comme un changement de régime, pas de régime, mais enfin de gouvernement, et les choses étaient pas très précises. Donc, et j'ai donc accompagné des médecins français et pour rencontrer des malades russes et des médecins russes aussi. J'ai échangé avec eux et j'ai découvert aussi des tas de choses, mais ça, il faudra que j'écrive un livre parce que ce serait trop long à discuter, à dire comme ça. Mais ma vie, c'est vrai que ma vie est un peu comme un roman parce que j'aime bouger, j'aime... rencontrer des personnalités différentes. Et quand vous parlez de Nureyev, quand vous parlez de ces autres personnes qui sont devenues des grandes stars aussi. Et voilà, c'est normal quand on est imprégné par tout ça, c'est normal aussi de le transmettre.
Oui, on en revient à cette transmission. Mais Oui. alors, tu es beaucoup dans cet esprit français, quand même, c'est-à-dire Oui, la littérature, oui, l'importance de l'auteur, oui, et oui, également l'esprit français, c'est oui, aussi un prestige oui, qu'on met en parallèle avec le prestige de la culture russe ou slave, oui. on va dire, qui est une culture impressionnante dans presque tous les domaines de l'art. Ouais, regardez Balzac, il est allé en Russie, Balzac. Personne ne le sait ou pas grand monde, mais oui, là, les Français étaient très, très, très bien accueillis. Il n'avait pas une maîtresse polonaise? Oui, mais Plusieurs. écoutez, voilà, il avait, oui, je sais plus, c'est Valeska, non? Voilà. Ben, voilà, alors du côté de ma maman, j'ai du sang polonais parce que ça remonte à 1393. Alors j'envisage toujours d'aller découvrir ce lieu parce que le nom du père de ma maman, c'est Raïevski. Donc, ouais, parce que les hommes, c'est ski et les femmes, c'est ska. Voilà. Mais il faut que je prenne le temps. Pour l'instant, je me consacre à mon royaume pour un poney. Et puis, on verra après. Je trouverai m'organiser pour voir j- le lieu où sont nés mes ancêtres en Pologne, au XIVe siècle. C'est vrai que c'est pas d'hier, hein. Bah, nous sommes tous issus de très vieilles familles, mais parfois on ne le sait pas. Oui, Et j'ai coutume de dire, la différence entre un caillou sur le bord du chemin et une statue de Michelangelo, ce n'est pas l'âge de la pierre, c'est la qualité. oui, On est tous issus de oui, très vieilles familles. oui. Et bon, quand on a la chance de faire partie de familles qui se sont suivies au fil des siècles, on a des trous dans la raquette, mais on a quand même des arbres où on peut à peu près savoir où on va. Oui. Et par contre, ceux qui n'ont pas cette chance, c'est compliqué de remonter le fil pour savoir. Alors aujourd'hui, il y a une grande mode, c'est de faire son ADN, etc. Oui. Non, moi, c'est carrément. Il y a un livre. J'ai une amie polonaise, peintre, que j'aime beaucoup, Dana Milik. Elle, C'est une amie, je la connais très bien aussi, Dana oui, Milik. elle avait. Elle est née le même jour que moi, mais pas la même année. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Et j'étais chez elle, dans sa maison, et je vois un livre, et je lis avec des caractères latins. Szlachty polskie, ça veut dire noblesse polonaise. Oh! Alors, ça, je savais que Szlachty polskie, c'est noblesse polonaise. J'ouvre au nom de ma maman et je vois écrit comtesse. Et alors, il y a toute un article, enfin, qui explique, alors, avec la couronne, avec 9 boules. Et moi, avec maman qui a été élevée sous Staline, on n'a jamais parlé de ça. Jamais. Il valait mieux peut-être. Ah oui, ah bah oui, parce que c'était très mal vu. Très mal vu. C'est vrai qu'appartenir à l'aristocratie, c'est dangereux. Certains Ah oui, endroits, oui, ou oui, oui, certains oui. moments de l'histoire. Hein, ça, c'est dangereux. Et en plus, je pense que bon, tout le monde sait que la Pologne est un pays qui a vécu des moments d'écrasement, des moments voilà, dont on l'a déchiré dans tous les sens, depuis son histoire qui est quand même extrêmement mouvementée. Alors aujourd'hui, la Pologne, c'est un des pays leaders de l'Europe qui Ouais, apparemment fonctionne beaucoup mieux que nous, hein, en France, puisque ouais, c'est un peu l'exemple économique, la réussite de la ouais, Pologne. Mais c'est un peu peut-être un juste retour des choses, parce que bon, nous on les a beaucoup défendus, hein, du temps de Chopin, Georges ah Sand, toute oui, cette époque-là où ce grand romantisme ouais, de la Pologne, et toute une catégorie de Polonais installés en France. bien Ils ont une sûr. très belle ambassade, l'hôtel de Monaco. Ah ouais, La chambre de commerce que je connais assez bien, le Polonais en France est très 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 dynamique. Donc ils nous aiment et on s'aime beaucoup. On a des liens, bon, Venceslas, Nancy, ouais, Metz, ouais. tout ça, l'est de la France. Mais bon, on les a un peu oubliés. Et donc c'est bien qu'on en parle, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, mais il n'y a pas que ces grands empires. Non. La Pologne a été un pays très important. Et quand j'ai tourné avec Andrzej Żuławski dans L'important c'est d'aimer, alors vous voyez, c'est un Polonais. On avait tourné avec Romy Schneider, Fabio Testi, euh,
et ce Français qui était avec nous aussi, son nom va me revenir. Et donc, lui, il était... on parlait russe parce que Andrew Jolavsky, il a fait beaucoup de films en Union soviétique avant de faire L'important c'est d'aimer en France. L'important c'est d'aimer, c'est le titre original de cette œuvre de Christopher Frank, c'est La Nuit américaine. Mais comme Truffaut avait pris le titre pour faire son film, donc Andrzej Jolavsky a dû changer le titre et donc c'était L'important c'est d'aimer. Et on a toujours parlé russe et il adorait ça. Mais le cinéma russe est un très très grand cinéma mondial. Oui. Il y a quand même de très grands réalisateurs, de très grands auteurs au cinéma russe. Oui. Hein, oui. On l'a un peu oublié, mais bon, ils ne sont pas toujours très présents dans nos festivals occidentaux. C'est dommage. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de Chinois, on a beaucoup d'Asiatiques, d'Indiens. Hein, quand on voit les palmes, etc., qui sont destinés, on est à 3 mois de Festival de Cannes, donc on reparlera de ça bientôt. Mais on se demande, mais que fait le cinéma russe en ce moment ? Oui, non, mais il existe. Moi, je vais régulièrement voir les films russes et c'est toujours un vrai plaisir. C'est très intéressant. Je le fais à travers des clubs, enfin, comme on dit, ou des cercles, où on peut voir des beaux films, que ce soit aussi bien sûr Pouchkine. Moi, j'adore Pouchkine, mais que d'autres films, c'est magnifique. Les sujets sont très profonds et très très bien traités, très très bien. C'est remarquable. Donc moi, c'est avec plaisir quand je vois à travers ces clubs ou ces cercles où on peut aller. Quelles sont les rencontres que tu as pu faire qui t'ont marqué, que ce soit en termes de comédien ou de réalisateur, puisque tu en as rencontré tellement? Oui, mais j'ai traduit, c'est comme ça que j'ai connu Nikita Mikhalkov, parce qu'à Cannes, le fameux. fameux. Alors il y avait un Georgien, il y avait une interprète pour le réalisateur georgien, il y avait German aussi qui était là, donc il avait une traductrice, et il leur manquait une traductrice, donc on m'a fait signe et je suis venue traduire pour Nikita Mikhalkov, parce que c'était une conférence où il y avait plusieurs réalisateurs à l'époque. Donc qui était le maître et qui était Marguerite dans l'histoire alors? Oui, non, c'est toujours avec plaisir si je peux rendre service de traduire. Toujours avec plaisir. Et je dirais même, c'est presque un devoir parce que il y a traduire et traduire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de ChatGPT. On appuie sur un bouton et on a du texte qui sort. Mais on dit toujours il faut traduire selon l'esprit et non selon la lettre. Bien sûr. Bien sûr. Donc raconter l'histoire telle qu'on la comprend. Donc finalement, l'interprète ou le traducteur, c'est un espèce de co-auteur. Quelque part, oui. Et il peut faire basculer dans un sens comme dans l'autre et si c'est un projet, si c'est un sujet qui tient à cœur, il faut faire très attention quand on traduit. Parce qu'on peut faire basculer, pas dans le bon sens. À une virgule près. Absolument. À une intonation près, à un silence près. Je parlais de ça avec une personne qui était un grand responsable français, qui partait en Sibérie pour passer des accords peut-être pétroliers, peut-être. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez un bon interprète? Et il m'a regardé, j'ai souri et il m'a dit, parce que c'est là où moi je me rends compte. Quand il y avait la Taganka, le théâtre de Moscou, qui est venu jouer au rond-point des Champs-Élysées, là,
la personne qui traduisait, c'était pas bon. Et comme il y avait beaucoup de Russes dans la salle, il y avait des ouh, des choses comme ça. C'est pour vous dire. On est critique hein, quand c'est pas bien traduit, parce que ça, c'est pour ça qu'il faut savoir de quel bord vous êtes hein, avant de traduire, parce que ça peut pencher. C'est un problème politique. Ça peut devenir. C'est vrai qu'un silence peut dire beaucoup de choses, à condition de savoir bien le placer. Oui. Et d'ailleurs, dans le métier de comédien, ce qui est très dur, c'est quand même la salle. Parce Oui. que au cinéma, on est quand même entouré des techniciens. Ouais. Bon, on fait son travail, tout le monde s'en fout. Mais tandis que quand vous êtes... Moi, j'ai jamais joué sur scène, mais quand je vois, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont sur scène, le rideau s'ouvre, et tout d'un coup, il y a la salle en face, on voit les premiers visages, et on voit l'impact de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et on est tout de suite rémunéré en bien ou en mal. On ne peut pas tricher. Ah non. C'est terrible, non? Et si en plus vous êtes la première personne à entrer sur scène, alors là, c'est... Moi, j'ai connu ça quand je jouais au Liban, une pièce française, mais c'est tout de suite, le contact. Le contact avec mais je pense que c'est le vrai stress et la vraie rémunération morale d'un artiste, c'est d'être livré à son public et que ça marche, que le public vous aime, vous transmette de l'amour. En tout cas, on va aller voir cette pièce avec grand plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup Katia d'être venue sur Radio Courtoisie et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain Florilège des Arts. Merci. Bon, c'est Mon royaume pour un poney, Et au théâtre de la Tour Eiffel. Absolument, elle fait sa publicité, bravo. Formidable, merci.